Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce cycle de conférences autour de l'exposition Hyper Normandie de Pierre Joseph. Le programme culturel et le journal qui accompagne l'exposition abordent ce travail à travers différentes approches périphériques. Nous avons en effet choisi pour cette exposition de ne pas commenter directement l'œuvre de Pierre Joseph, mais d'éclairer ce propos à travers des avis et spécialisés. Voilà. Après donc la conférence de Vanessa Desclos sur la passivité, un concept révisé et augmenté, et avant les conférences de Guillaume Le Gall sur la délégation et les protocoles photographiques de l'art conceptuel, et de Marianne Alphand sur Monet et l'expérience du paysage qui auront lieu le samedi 12 mars, et également. Dans ce cadre, vous aurez la visite des collections impressionnistes au musée d'Orsay, qui aura lieu le 19 mars. Donc, nous accueillons aujourd'hui Marc Dufumier, agronome, enseignant-chercheur à AgroParisTech, qui va donc nous parler de l'impact de l'agriculture industrielle sur les sols. Et Angélica Lim, chercheuse en intelligence artificielle et en robotique, qui, elle, nous parlera de l'émotion et de la créativité des intelligences artificielles. Donc en effet, vous aurez remarqué que les images des champs de blé présentées ici sont assez identiques et que les herbes et les fleurs ne poussent pas beaucoup entre les épis de blé, laissant penser que ces champs sont le produit d'une agriculture intensive et industrielle. Donc c'est cet aspect agroéconomique que va développer pour nous Marc Dufumier aujourd'hui. Et si on regarde bien l'automatisation de l'agriculture, cet aspect homogène des champs de blé est ici renforcé par le protocole photographique mis en place par l'artiste. Vous avez un réglage standardisé de l'appareil photographique, un cadrage également identique. Tout concourt donc à effacer la trace de l'auteur, son implication et la signature de l'artiste. Cette approche pose ainsi la question de l'originalité de la création, de savoir quelle est la présence de l'auteur dans ces images. En photographie, la personne qui fait le tirage photographique est très importante parce que c'est elle qui va vraiment donner le caractère de l'image, c'est-à-dire sa colorimétrie, son cadrage, qu'est-ce qu'elle donne encore, les teintes. Donc vraiment une vraie identité. Et ici, en fait, le développement a été laissé donc, à des machines. C'est vraiment un développement automatique où l'être humain n'est pas intervenu. Donc cette idée que les machines puissent effectuer finalement des œuvres d'art, c'est un peu cette question. Est-ce que les machines et les algorithmes, ce que nous appelons aussi les intelligences artificielles, et là du coup je regarde Angélica, peuvent être créatives. Quelles sont leurs capacités à développer des émotions? Et donc c'est ce dont va nous entretenir Angélica Lim dans une deuxième partie. Donc je vais laisser la parole à Marc Dufumier, que je remercie d'être présent ici avec nous. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je vais essayer d'introduire un petit peu un débat donc, sur notre agriculture industrielle et son impact sur les sols. Et malheureusement, alors du coup, moi je commence par une photo bien moins jolie, hein, je suis désolé. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est de la Normandie, hein, c'est direct du Pays de Caux, donc nous sommes en Normandie. Et pour... alors remarquez un peu d'homogénéité là dans le champ de blé, vous l'avez, hein, c'est bien homogène, etc. Mais regardez ici, c'est l'érosion des sols. Donc on va devoir s'interroger justement sur un peu cette relation qu'il peut y avoir entre une relative homogénéité des paysages et la durabilité ou non de l'agriculture. Moi, quand je faisais des études d'agronome, on m'interrogeait, enfin on me précisait qu'il fallait à tout prix assurer la reproduction de la fertilité des sols. Je vais vous en parler, de l'humus et autres. Vous allez voir que la question devient encore plus compliquée aujourd'hui. Et donc voilà, on va essayer, je vais introduire le débat comme ceci.
Alors, je vais commencer d'abord par introduire le débat en disant que le sol est une partie importante, évidemment, dans l'agriculture, de ce qu'on appelle un agroécosystème. Mais ce qui est trop souvent oublié, ce n'est qu'une partie seulement d'un environnement. Et je vous disais tout à l'heure que quand je faisais mes études d'agronome, on parlait de fertilité des sols. Est-ce qu'on va pouvoir assurer pour les générations d'après, toujours cette histoire de développement agricole, d'agriculture durable, même s'il faut produire beaucoup aujourd'hui pour nourrir une population croissante, il faudrait quand même qu'on puisse encore produire pour les générations d'après, que la fertilité des sols ne soit pas mise en cause. Aujourd'hui, la principale crainte que nous avons, nous les agronomes, dans les pays où on pratique une agriculture industrielle, plus encore que la fertilité des sols, c'est de savoir si dans quelques années, il y aura encore des abeilles pour féconder les pommiers, les poiriers, le tournesol, le colza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept de fertilité, c'est-à-dire l'idée de fécondité, de potentialité productive, de maintien de ces potentialités productives sur le long terme, il faut l'élargir à l'ensemble de notre environnement. Et la menace aujourd'hui, plus encore que la fertilité des sols, malgré l'érosion que vous venez de voir tout à l'heure, c'est la biodiversité au-dessus de ces sols en question. Donc on va parler des sols et de l'environnement sur ces sols cultivés. Alors, justement, déjà, première chose, qui est déjà, je ne vous le cache pas, un peu une rupture. Alors les scientifiques disent rupture, changement de paradigme, Il faut changer de façon de comprendre les choses, et notamment les sols. C'est déjà de comprendre que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, la plante, le troupeau, pris séparément. Ça, c'est déjà... Alors que moi, on m'enseignait l'agronomie sur... Il y a la science du sol, c'était la pédologie. Il y a les troupeaux, on m'enseignait la zootechnie. Il y a les plantes cultivées, on m'enseignait l'agronomie, les productions végétales, la phytotechnie. Aujourd'hui, c'est terminé. Il nous faudra abandonner cette idée-là et savoir que toute technique agricole, que ce soit un travail du sol, que ce soit une protection des plantes, que ce soit des soins faits aux animaux domestiques, a une répercussion sur l'ensemble de l'écosystème. Et on va dire l'écosystème aménagé par les agriculteurs, on va appeler ça agroécosystème. L'agroécosystème, c'est donc un environnement extrêmement complexe sur lequel l'agriculteur intervient par différentes techniques. Et c'est les potentialités productives de cet agroécosystème qui devient l'enjeu essentiel. À la fois pouvoir en tirer de cet agroécosystème le maximum de bien-être, on va dire, des calories alimentaires pour la nourriture, des protéines, des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants. Ça va être l'alimentation saine et équilibrée. Mais il faudra peut-être des fibres pour le textile, il faudra peut-être du bois pour la construction, des molécules médicinales pour la pharmacopée. Et en France, quelques molécules à parfum pour nos parfums de luxe. Et puis certains vous diront aussi un peu de colza pour faire de l'agrodiesel, pour donner à boire à nos voitures. Là, ça se complique un peu avec les agrocarburants. Mais bon, on va en débattre. Mais voilà, il y a un milieu, on essaye d'en tirer quand même le maximum de bien-être. Certains diraient le maximum de bénéfices, d'autres diraient le maximum de profits, ce qui est déjà pas tout à fait pareil. Mais et cet environnement va-t-il être capable de nous fournir ces éléments de bien-être en question ? Et du coup, dont le sol n'est vraiment qu'une partie. Alors vous allez voir quand même que c'est une partie décisive. Ça, c'est quand même vrai. Mais assez curieusement, première chose, alors là, on est vraiment dans le retour au b.a.-ba de l'agroécologie, ce que, d'après moi, l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire la discipline qui explique la complexité et le fonctionnement de ces environnements aménagés par les agriculteurs, la complexité et le fonctionnement de ces agroécosystèmes. Et la première chose, mais que vous le savez, mais qu'il est très bon de rappeler quand même, c'est qu'on a besoin dans notre alimentation d'énergie alimentaire. J'ai compris, là ça y est, j'ai été invité à m'agiter devant vous, je dépense de l'énergie, et cette énergie, je peux la dépenser parce que j'ai mangé avant d'arriver ici. Rassurez-vous, je ne vais pas tomber raide mort, j'ai pris ma ration énergétique pour dépenser de l'énergie devant vous, ça y est, c'est bon. Mais tous les jours, nous avons besoin, pour manger quand même, de au moins 2200 kilocalories. Les kilocalories, donc c'est une mesure énergétique. En dessous de 2200 kilocalories par jour, on a faim. C'est-à-dire le ventre tenaille. Et comme on n'a pas eu assez d'énergie dans l'alimentation, on ne peut pas dépenser
la même énergie au travail. Donc là, on devient handicapé, on peut difficilement aller au travail, on ne va plus aller jouer au foot, c'est plus le moment de courir, quoi. Donc oui, il nous faut impérativement trouver de l'énergie dans l'alimentation. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a quelques bonnes nouvelles cet après-midi, donc il y aura des choses accablantes, il y aura des diagnostics très durs, mais il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation nous vient du soleil. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant 1,5 milliard d'années. Donc agriculture durable, il n'y a pas pénurie, quoi. Donc moi je vous suggérerais, alors attention, c'est une façon de parler, mais ça peut être décisif sur l'agriculture moderne de demain, c'est que nous fassions l'usage le plus intensif possible, et je fais exprès d'envoyer le mot intensif, je vous le dis tout de suite, mais que nous fassions l'usage le plus intensif possible de l'énergie solaire. Parce que celle-là, on ne va pas l'épuiser avant 1,5 milliard d'années. Et puis celle-là, de toute façon, quand elle tombe, ça y est, elle a disparu, c'est d'autres rayons du soleil. Donc, moi, je vous propose qu'on en fasse l'usage maximum possible sur les terres agricoles. Donc, utilisation maximale de l'énergie solaire rapportée à l'hectare, rapportée à l'unité de surface. Que pas un rayon du soleil ne tombe à terre. Je veux voir les rayons du soleil tomber sur des feuilles de plantes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Ça s'appelle photosynthèse dans notre jargon, mais je suggère qu'on maximise la photosynthèse à l'hectare parce que ça ne nous coûte rien. L'énergie solaire ne nous coûte rien. Ah, quand je dis ça ne nous coûte rien, accéder à la parcelle, oui, accéder à des terrains agricoles, ça peut coûter cher. Soit il faut l'acheter, soit il faut le louer. Et puis il y a même des fois en bordure des villes, les meilleures terres agricoles, il y a des gens qui prennent un grand soin de tout bitumer. Parce qu'il paraît qu'au champ, Carrefour, ont besoin de faire des grandes et moyennes surfaces. Il faut des parkings pour que les gens aillent déposer leur voiture pour aller chercher de la nourriture, le mettre dans le caddie, etc. Et c'est vrai qu'en France, on bitume les meilleures terres agricoles. Quand vous êtes en Chine, quand vous êtes au Vietnam, alors l'urbanisation, Shanghai, Pékin, Hanoï au Vietnam, alors là, on bitume les terres de delta, les meilleures terres agricoles aujourd'hui dans le monde sont en voie de disparition. Les sols sont en voie d'être bitumés. Évidemment, rien à voir avec un quelconque problème d'aéroport dans le Grand Ouest français. Je dis ça comme ça, mais vous avez le droit de penser que peut-être quand même non plus il ne faudrait pas élargir les aéroports de façon indue sur les meilleures terres agricoles et les réserves naturelles. Mais l'idée, elle est que les rayons du soleil donc, ne tombent pas sur du bitume, mais que les rayons du soleil tombent sur des feuilles de plantes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Alors globalement, ça veut dire, pour l'agriculture moderne de demain, couverture végétale maximale et la plus permanente possible. C'est-à-dire qu'il y a encore de la couverture végétale en hiver, au printemps, en été, à l'automne. Toujours de la végétation. J'ai coutume de dire, je ne veux plus voir des sols à nu. Terminé. Tous ces rayons de soleil qui tombent sur la terre, sur un sol à nu, ça ne sert à rien, je ne veux plus voir. Vous voyez que je deviens capricieux. Mais bon, on a le droit d'être exigeant. Du coup, la couverture maximale. Entre les rangées de maïs, je ne veux pas voir les rayons de soleil tomber à terre. Donc on va mettre des cultures entre les rangées de maïs, on va mettre des cultures entre les rangées de blé, on va associer plusieurs plantes au même moment sur les mêmes parcelles. Elles seront peut-être récoltées au même moment, elles ne seront peut-être pas récoltées au même moment, ça on verra. C'est pas facile. Mais l'idée, c'est qu'il y ait sans arrêt de la végétation capable d'intercepter l'énergie solaire et nous fournir gratuitement de l'énergie solaire, parce que ça, cette énergie solaire, elle nous est, une fois qu'on a le terrain, elle nous est donnée gratuitement. Alors, allons-y. La photosynthèse, donc le processus par lequel la plante intercepte l'énergie solaire et nous fabrique de l'énergie alimentaire, ça s'appelle fabriquer du sucre, ça s'appelle fabriquer de l'amidon, ça s'appelle fabriquer des huiles. Donc le sucre, c'est la pomme est sucrée, c'est le fructose. La betterave à sucre, c'est le saccharose. L'amidon, c'est la pomme de terre, c'est le maïs, c'est le blé, pour le pain. Et puis les huiles, c'est l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de palme, attention, avec modération. Et voilà. Mais donc, ça s'appelle hydrate de carbone.
Et quand vous entendez hydrate de carbone, vous entendez carbone. La partie énergétique de notre alimentation, ce sont des hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans l'atmosphère. Elle ne le trouve pas dans le sol. Hein. Elle le trouve dans l'air. C'est le gaz carbonique. Et question, est-ce qu'il y a pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Réponse, pas du tout. Il y en a trop. C'est un gaz à effet de serre. On a trop de gaz carbonique dans l'atmosphère. Alors si les agriculteurs peuvent faire un usage, et je recommence, intensif de ce gaz carbonique, la plante intercepte le gaz carbonique, prend le carbone, fabrique du sucre, fabrique de l'amidon, fabrique de l'huile, fabrique des pailles, et si la paille est enfouie dans le sol, fabrique de l'humus et séquestre du carbone dans le sol, et en plus, elle prend le carbone mais libère l'oxygène pour nos poumons, alors je vais vous dire, je suis pour l'agriculture intensive. Si c'était ça l'agriculture intensive, je suis pour. Parce qu'il y a pléthore de gaz carbonique. Si les agriculteurs arrivent à en intercepter le maximum pour nous fabriquer notre alimentation et séquestrer du carbone dans les sols, je veux dire, ils atténuent le réchauffement climatique. Moi, je suis pour. Alors, là où ça devient un peu compliqué, parce qu'évidemment, jusqu'à présent, c'était trop simple. Enfin, donc, trop de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est une mauvaise nouvelle. Mais pour ce qui est d'une agriculture écologiquement intensive, c'est une excellente nouvelle. Hein. On va... Aucune retenue. Hein. Moi, les agriculteurs, s'ils peuvent en faire le maximum de ce gaz carbonique, je suis vraiment pour. Sauf que, là, ça devient compliqué. Pour que la plante puisse intercepter le gaz carbonique, il faut quand même que ce gaz rentre dans la plante. Et le gaz carbonique rentre dans la plante parce que la plante a des petits trous. C'est les petits trous par lesquels, sur les feuilles, hein, sur les tiges, sur les racines aussi, mais c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, elle transpire. Nous, tous les jours, on transpire, on sue. Quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, ben on transpire davantage. Et nous, il nous faut boire tout de suite. Sinon, on meurt de déshydratation. Mais la plante, elle, à la différence de nous, alors, quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, elle commence à transpirer beaucoup. Elle est comme nous. Mais si elle ne trouve pas assez d'eau dans le sol, elle a une capacité de résistance qui est « j'arrête de transpirer » pour conserver mon eau et ne pas me dessécher. Ce que nous, les humains, nous ne savons pas faire. Quand il fait chaud, au contraire, il faut tout de suite transpirer davantage pour ne pas attraper de la fièvre, pour ne pas augmenter la température. Et bien la plante, elle, si elle ne trouve pas assez d'eau dans le sol, elle va arrêter de transpirer, elle va fermer les orifices par lesquels elle transpire, et comme ça, elle va conserver son eau. Alors nous, les agronomes, on appelle ça résistance au stress hydrique. C'est-à-dire que pendant quelques jours, parfois quelques semaines, très rarement plusieurs mois, ça c'est exceptionnel, les plantes, c'est les plantes de désert qui parviennent à conserver leur eau, c'est des cactus, là, eux, ils arrivent à conserver leur eau pendant plusieurs mois. Mais sinon, c'est quelques jours, quelques semaines. Mais quand il n'y a pas assez d'eau dans le sol, la plante cesse de transpirer, elle ferme les orifices pour conserver son eau. Le problème, c'est que si elle ferme les orifices par lesquels elle était en train de transpirer, elle est en train aussi de fermer les orifices par lesquels elle arrive à prendre le gaz carbonique. Alors je donne souvent comme exemple de choses qu'il ne faut pas faire, c'est, par exemple dans le sud-ouest, en France, la monoproduction de maïs. L'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent sur le sol, ça ne sert à rien. En avril, vous voyez les gens qui sèment le maïs, mais entre les rangées de maïs, à grand écartement, il y a encore des rayons du soleil qui ne servent à rien. Et quand enfin, ça y est, au mois d'août, août-septembre, vous voyez le champ bien recouvert de maïs, tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles, manque de chance, au mois d'août, il ne pleut pas beaucoup, il n'y a pas assez d'eau dans le sol, et la plante, pour ne pas se dessécher, arrête de transpirer, et du coup, ne peut pas intercepter le gaz carbonique. Ça, c'est ce que j'appelle avoir tout faux. Alors, évidemment, ce n'est pas l'agriculteur que j'accuse, c'est y compris des gens qui me ressemblent, des agronomes. On a été capable, dans un pays comme la France, les États-Unis aussi, le Canada, je ne sais pas si les maïs montent vraiment très au nord, mais on a été capable, au fil des ans, de faire cultiver le maïs toujours plus au nord, plus au nord, plus au nord, en oubliant que le maïs était une plante tropicale et que sous les tropiques, la saison des pluies, c'est la saison chaude. Chez nous, la saison chaude, l'été, c'est la saison sèche.
Et du coup, on a transposé dans des climats tempérés des plantes dont l'aptitude était celle d'un climat tropical. Alors évidemment, la question que vous allez me poser pour le débat, mais pourquoi on a fait des choses pareilles, ça, si vous voulez, on essaiera d'y répondre. Mais ce qu'il nous faut faire en positif, c'est au contraire d'avoir des plantes qui vont transpirer le plus longtemps possible dans l'année. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'eau dans le sol. Et si on veut qu'il y ait beaucoup d'eau dans le sol, il ne faut pas que l'eau ruisselle et aille inonder la vallée. Il faut absolument empêcher le ruissellement de l'eau. Alors là, on commence à parler du sol, parce que c'était quand même le thème, hein. Je n'avais pas oublié. Mais donc, il faut absolument que l'eau s'infiltre dans le sol, ça y est, on y arrive. Et du coup, il faut qu'il y ait une couverture végétale qui empêche l'eau de descendre. Remarquez, vous avez le droit de remettre des haies. Des haies, ça évite l'inondation dans la vallée, l'eau va être arrêtée, elle va s'infiltrer, et du coup, elle sera disponible pour les plantes cultivées, plutôt que d'aller tout de suite à la mer. Mais le mieux encore, c'est cette couverture végétale permanente. Même s'il y a une pente, le petit filet d'eau, il descend, il est arrêté par une tige, il est arrêté par une feuille, il est arrêté par une racine, il est arrêté par un ver de terre, ça finira par s'infiltrer. Alors on nous dit aussi, il faut que le sol soit poreux. Donc, vous voyez, je parle du sol. Il faut que le sol soit poreux pour que l'eau s'infiltre plutôt que de ruisseler. Et là, je vous fais l'aveu, moi, on m'avait enseigné, pour que le sol soit poreux, il faut que l'eau pénètre, il faut labourer. Labourer, c'est ameublir un sol, c'est créer de la macroporosité, et comme ça, l'eau va pouvoir s'infiltrer. Et bien, écoutez, aujourd'hui, on commence à dire, oulala, oulala, oulala. Faites très attention. Quand vous labourez un sol, vous l'ameublissez, mais vous l'oxygénez. Et quand vous oxygénez, c'est-à-dire vous apportez de l'oxygène, de l'air au sol en excès, le carbone de l'humus des sols va être oxydé, c'est-à-dire va devenir du gaz carbonique, et c'est un gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on commence à dire, oulala, là, là, si on pouvait faire le moins de travail du sol possible. Alors, nous les agronomes, on appelle ça aujourd'hui technique culturale simplifiée. Et puis vous verrez, si un jour vous allez fouiller un peu plus loin dans ces choses-là, on part même aujourd'hui de zéro labour. On renonce à labourer les sols. Et pourtant, il faut que le sol soit poreux. Vous allez me dire, mais comment ? Alors c'est là, vous interrogez les bourguignons, hein, puisque certains ont rencontré les bourguignons, ils vont vous dire, écoutez, c'est les vers de terre, c'est les colamboles, c'est toutes les bestioles qu'on peut trouver dans la terre. Parce que le problème du labour, c'est qu'à force de labourer, il vous détruit la biologie des sols aussi. Il déséquilibre les équilibres écologiques du sol. Donc aujourd'hui, dans l'agriculture moderne de demain, celle qui sera capable à la fois de rendre un sol poreux, sans détruire l'humus des sols, sans oxyder le carbone, donc en limitant les émissions de gaz carbonique, ça va être une agriculture qui fait confiance à la biologie des sols, et en particulier quand même, c'est vrai, les lombrics, nos fameux vers de terre. Ces vers de terre, la nuit, vous ne les voyez pas parce que nous dormons, mais ils sont à la surface. Ils vont manger toutes les feuilles mortes, tout ce qu'il y a à la surface, et dès que le jour se lève, hop, il ne sait pas qu'il a peur de nous, mais il a peur de la lumière, hop, il rentre à l'intérieur du sol, il creuse une galerie, et d'ailleurs, tout ce qu'il a mangé en surface, il le digère et le redépose au fond, il enrichit le sol en matière organique. Donc, on va essayer de sauver et même promouvoir la multiplication des lombrics, des vers de terre et toute une série d'animaux qui contribuent à ce que le sol devienne poreux et permettent à l'eau de s'infiltrer. Donc ça va être un changement décisif, je ne vous cache pas, pour ce qui est de l'agriculture moderne de demain. Vous avez déjà, dans les pays d'agriculture industrielle, vous avez déjà des gens qui pratiquent le zéro labour, mais c'est quand même encore assez rare, parce que justement, vous allez voir les photos tout à l'heure, elles sont moins belles que celles que vous avez là dans l'exposition. Je ne m'appelle pas Monsieur Joseph, je veux dire, mais vous allez voir que c'est parfois impressionnant quand même. Alors, l'idée est bien celle-là, que l'eau s'infiltre, et en plus, vous voulez que l'eau qui s'infiltre, au lieu de ruisseler, reste proche des racines des plantes, n'aille pas tout de suite en profondeur, parce que si ça rejoint la nappe phréatique, tout l'excès d'eau, de toute façon, rejoindra la nappe phréatique. Mais on veut quand même qu'il y ait le maximum d'eau qui reste à la disposition des plantes pour qu'elles puissent transpirer longtemps, puisque c'est en transpirant qu'elles arrivent à intercepter le gaz carbonique. Donc, il faut que l'eau soit maintenue dans la couche arable. Alors, c'est l'argile,
Et c'est l'humus qui permet effectivement de maintenir l'eau dans la couche arable. Mais on ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux restera un sol sableux. Ça, on n'y peut rien. Par contre, on peut enrichir un sol en ce qu'on appelle l'humus. L'humus, vous en avez sûrement entendu parler, souvent on parle des fumiers, des composts, des matières organiques, c'est souvent ça. C'est ça qui est à l'origine de l'humus. Je vous ai déjà un petit peu dit, c'est le carbone de la paille du blé, parce que le blé a intercepté le gaz carbonique, il a pris le carbone, il nous a fabriqué nos calories alimentaires, mais il laisse de la paille et il laisse des racines. Et il y a du carbone de la photosynthèse dans les racines et dans la paille. Si c'est correctement enfoui, eh bien ce carbone va donner de l'humus. L'humus, pour 50%, c'est du carbone. Donc l'idée, c'est de séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Et cet humus, c'est ça qui va maintenir l'eau, le sol humide à la surface dans la couche arable là où il y a les racines. Donc c'est très important d'enrichir le sol en humus, sauf que l'humus, c'est 50% de carbone, mais excusez-moi, c'est aussi dans les sols 5% d'azote. C'est-à-dire que c'est quand même un mélange, et les microbes qui commencent à décomposer la paille du blé, si ce microbe n'a pas accès à un peu d'azote, il arrête son travail. Il ne décompose pas la paille, et la paille va se réoxyder, et le carbone de la paille va rejoindre le gaz carbonique. Ça, c'est un peu raté. Donc il faut quand même que le sol ait un peu d'azote quand on a fait la récolte, quand il n'y a plus que de la paille et les restes de racines, il faut quand même que le sol soit un peu riche en azote. C'est un moindre pourcentage que le carbone, mais quand même il en faut un peu, sinon le carbone retournera à l'état de gaz carbonique. Alors l'azote, je vais vous dire, c'est très important parce que c'est aussi le constituant essentiel des protéines. Dans notre alimentation, je vous dis, on a besoin d'énergie parce qu'on dépense de l'énergie, au moins 2200 kilocalories par jour. En France, on est autour de 3000 kilocalories par jour. Mais il nous faut aussi des protéines. Les protéines, c'est un constituant des muscles, des os, du sang, des larmes, des cheveux, des ongles. Tous les tissus du corps humain nécessitent des protéines et nous en avons besoin aussi tous les jours. Parce que ces protéines, on constitue des cellules du corps humain, on renouvelle le sang, on renouvelle tous nos tissus du corps humain. Mais quand je dis on le renouvelle, ça veut dire aussi que nos tissus du corps humain s'usent. La peau, on pèle, nos larmes, ça s'en va, la sueur, ça s'en va. Et puis, il y a aussi beaucoup de protéines qui repartent dans nos excréments et dans les urines. Et donc, il faut renouveler. Voilà, il faut renouveler régulièrement. Et les protéines, c'est les hydrates de carbone dont on parlait tout à l'heure, sur lesquels il faut rajouter de l'azote. Mais la bonne nouvelle, ça va être la troisième bonne nouvelle, c'est que l'azote, où le trouve-t-on ? Dans l'air. Pas dans les sols, je suis désolé, mais dans l'air. Et quel pourcentage d'azote y a-t-il dans l'air que nous respirons, vous et moi ? 79% d'azote. Combien de siècles faudra-t-il pour arriver à 70% ? Soyez sans crainte, il y a abondance d'azote dans l'atmosphère, on n'arrivera pas à 70%. Donc, allons-y, je vous propose qu'on fasse un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Et je fais exprès d'employer le mot intensif. Mais le vrai problème, par contre, là aussi, c'est pas facile, rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. C'est une manip biochimique coûteuse en énergie. Enfin, quand je dis biochimique, d'ailleurs, ça peut être biochimique, mais ça peut être aussi, très souvent, pétrochimique. C'est-à-dire que c'est la pétrochimie. Et en France, par exemple, pour avoir des protéines dans le blé, on va apporter un engrais azoté de synthèse. Et cet engrais azoté de synthèse, on appelle ça urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium. Et pour fabriquer ces engrais azotés de synthèse, nous importons du gaz naturel russe ou norvégien. C'est-à-dire de l'énergie fossile, dont on sait que c'est fossile, c'est-à-dire ce ne sera pas renouvelé. Une énergie fossile, ce n'est pas renouvelé. Et du coup, au contraire, il faut être aujourd'hui très économe en énergie fossile, même si vous êtes peut-être de ceux qui pensent que grâce au gaz de schiste, ça y est, ouf, notre essence coûte moins cher, allons-y, on peut gaspiller. Non.
du point de vue de la durabilité des générations futures, il nous faut être très économe en énergie fossile, et donc il nous faudra éviter de fabriquer des engrais azotés de synthèse et d'importer du gaz naturel russe ou norvégien. Dans d'autres pays, c'est pétrole vénézuélien ou nigérian, mais qu'importe, c'est très coûteux en énergie fossile. Il faudra éviter ça. Puis je vous dis tout de suite, épandre les engrais azotés de synthèse sur un sol, c'est émettre du protoxyde d'azote, qui est un gaz encore plus réchauffant que le gaz carbonique. Pour ce qui est de la France, la principale contribution de l'agriculture au dérèglement climatique, ce n'est pas le gaz carbonique, donc le labour, ce n'est pas le méthane, le rumen des ruminants, c'est le protoxyde d'azote, les engrais azotés de synthèse pour fertiliser nos blés, nos betteraves, nos colzas en azote pour qu'il y ait des protéines. Ça, c'est la solution de l'agriculture industrielle, c'est désuet. On va abandonner ça, il faut passer à quelque chose de plus moderne. Et alors ça va vous apparaître par contre plus ancien, ça c'est possible, mais il y a d'autres solutions. Les autres solutions, vous les connaissez sans doute un peu, c'est des plantes qu'on appelle des légumineuses qui sont capables directement, sur le champ, d'intercepter l'azote de l'air et de fabriquer des protéines. Alors quand je dis directement, c'est un peu faux, c'est des microbes qui s'incrustent dans la racine de la plante et qui vont fabriquer les tout premiers acides aminés, c'est les premiers constituants des protéines, et ils le refilent, ils sont sympas, ces microbes, ils le fabriquent et refilent ça à la plante. Alors les légumineuses, si vous voulez nourrir des vaches, appelez ça luzerne, trèfle, sainfoin, lotier, vesse, etc. Si vous voulez nourrir des cochons, appelez ça soja. Le problème, c'est que nous, nos cochons, on va chercher le soja au Brésil, en Argentine ou aux États-Unis, mais vous pouvez appeler ça lupin, vous pouvez appeler ça févrole, vous pouvez appeler ça pois fourragé. Ça, on peut cultiver ça en France. Le soja aussi, d'ailleurs, dans le Béarn, on peut cultiver du soja. Et puis, si vous voulez nourrir des humains directement, appelez ça lentilles, pois chiches, haricots, petits pois. Je veux dire, on ne manque pas en France, on ne manque pas au Canada, on ne manque pas dans tous les pays du monde, les pays du Sud, on ne manque pas de plantes de l'ordre des protéines, de l'ordre des légumineuses, capables, en circuit court, d'intercepter l'azote de l'air de la parcelle, fabriquer des protéines. Donc pour nourrir nos cochons en France, on pourrait très bien cultiver des légumineuses plutôt que d'importer ces légumineuses depuis le Brésil, les États-Unis ou l'Argentine. La France est déficitaire pour les 3/4 en légumineuses et l'Europe des 28 est déficitaire pour la France pour les 2/3, et l'Europe des 28 pour les 3/4. Alors qu'en France, c'est comme ça, on a beaucoup de cochons, beaucoup de volailles, beaucoup de ruminants en Bretagne, on importe le soja depuis le Brésil, l'Argentine ou les États-Unis, c'est le port de l'Orient, on a des animaux du coup en surnombre, parce qu'évidemment l'agriculture industrielle, elle a mis des animaux en surnombre en Bretagne pour bénéficier de ce port de l'Orient, et nos animaux, je suis désolé, ils mangent des protéines, mais tous les jours aussi, ils urinent, tous les jours, il y a des excréments. Et là, il y a beaucoup d'azote. Et cet azote qu'on a été chercher dans l'air brésilien, qu'on a donné à des animaux en surnombre, ces animaux, on ne les élève plus sur la paille, on les élève directement sur le béton, donc ça coule, c'est du lisier, c'est liquide, c'est des nitrates solubles, ça s'écoule avec les eaux de pluie, avec les eaux de la nappe phréatique, donc on a des eaux excédentaires en nitrates, ce qui n'est pas très bon pour la santé, et ça nous fertilise de très belles algues vertes sur le littoral breton. Franchement, aller chercher de l'azote dans l'air brésilien, sous la forme de soja, transgénique de surcroît, pour alimenter des animaux en surnombre, élevés sur le béton, ce n'est pas le bien-être animal, sur le béton, pour que ça pisse et que ça fertilise les algues vertes et ruine le tourisme en Bretagne, et ce n'est pas circuit court. Moi, j'appelle ça aussi avoir tout faux. Alors le tout faux, c'est l'agriculture industrielle. On va s'interroger sur ce type d'agriculture qui nous amène à avoir tout faux. Alors qu'on pourrait très bien, sur le territoire français, fabriquer des protéines françaises, avec des légumineuses françaises, qui intercepteraient l'azote de l'air français pour des animaux français. Plus franchouillard que moi, vous mourrez tous. Alors, si ça peut vous rassurer, quand je suis au Brésil, il m'arrive de faire des conférences, aussi provocatrices que maintenant,
Et je dis aux Brésiliens, on va mettre des droits de douane à votre soja, transgénique de surcroît. Il faut qu'en France, on produise des protéines françaises pour des animaux français, sur le territoire français, en utilisant de l'azote de l'air français. Vous savez ce qu'ils me répondent, les Brésiliens? Qu'ils ne sont pas fiers, eux, Brésiliens, de produire du soja pour nourrir nos cochons, pour nourrir nos volailles, pour nourrir le tourteau de soja, nos ruminants, alors que eux, Brésiliens, ils aimeraient bien nourrir des Brésiliens. Il y a des gens qui ont faim au Brésil, leur pouvoir d'achat est insuffisant pour acheter une nourriture qui existe au Brésil, et cette nourriture qui existe au Brésil, elle a été exportée vers des cochons solvables. Nos cochons, enfin les usines d'aliments du bétail sont solvables pour acheter du soja et nourrir nos cochons. Vous allez voir que l'agriculture moderne de demain, le contraire de l'agriculture industrielle, désuète. Mais cette agriculture industrielle, elle est en circuit long, elle fait que vous avez des gens qui exportent de la nourriture vers les marchés solvables et les gens pauvres, parce qu'on a remplacé les gens par des machines, on a remplacé le soja transgénique. Les gens qui désherbaient, on l'a remplacé par du glyphosate, le désherbant. Et on les a mis au chômage, on les a mis dans des bidonvilles. Et ces gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur revenu, ne sont même plus capables, en termes monétaires, d'acheter le soja qui est pourtant produit chez eux et qui du coup va être vendu à des usines d'aliments du bétail normandes, Pays-Bas ou autres, enfin surtout bretonnes, Pays-Bas, allemandes. Moi je vous suggérerais qu'on mette fin à ça. Et il y a des solutions techniques, rassurez-vous. Alors voilà, l'azote, on en a besoin dans les protéines et on va utiliser les plantes de l'ordre des légumineuses pour qu'en circuit court, l'Europe puisse être moins dépendante pour ses protéines et moins dépendante de l'importation d'énergie fossile. Autrefois, c'était le gaz de lac et l'usine de Toulouse a explosé. Mais de toute façon, il n'y a plus de gaz de lac, donc c'est épuisé. Comme quoi, n'oubliez pas, c'est une énergie fossile. Le gaz de lac, c'est terminé. On ne peut pas renouveler. Il faudra attendre des millions et des milliards d'années. Donc, c'est un peu raté. Donc, il va falloir être économe en énergie fossile. Et donc, ce sera les fameuses légumineuses. Voilà. Et il nous faut, alors là, par contre, j'en conviens, on va trouver ça dans le sol. C'est des éléments minéraux. Il nous faut du calcium pour les os. Il nous faut du potassium pour notre santé. Il nous faut du phosphore pour phosphorer. Enfin, le phosphore, on en a besoin. La plante, d'abord, a besoin de calcium. La plante a besoin de potassium. La plante a besoin de phosphore. La plante a besoin d'oligo-éléments. Et nous aussi. Et là, c'est vrai que c'est dans le sol qu'on trouve ces éléments minéraux. Remarquez, jusqu'à présent, je vous avais dit, l'énergie, ça nous vient du soleil. Le carbone, ça nous vient du gaz carbonique. L'azote, ça nous vient de l'air. Mais même si ces ressources, ça nous vient de l'atmosphère, j'ai déjà été obligé de vous parler des sols plus d'une fois. Je vous dis, il faut que le sol ait une structure grumeleuse. Il faut que le sol soit riche en vers de terre. Il faut que le sol soit riche en humus. Donc déjà, rien que pour utiliser des ressources pléthoriques qui sont dans l'atmosphère, il nous faut être très attentif. Il ne faut pas qu'il y ait de ruissellement. Il faut que le sol soit poreux. Il faut que le sol soit riche en humus. Il faut laisser les vers de terre. Déjà, la biologie des sols, entre autres, et la structure des sols aussi, va être fondamentale. Et du coup, on va essayer de ne pas détruire cela. Eh bien, maintenant, les éléments minéraux, c'est vrai, on les prend dans le sol. Et chaque fois qu'on récolte et que nous allons manger, c'est des éléments minéraux qui étaient dans le sol et qui ont disparu. Évidemment, là, il va falloir en remettre. On appelle ça fertilisation. Alors, quelle fertilisation? Sur quoi va-t-on remettre? Alors, la question devient aussi, et là, est-ce qu'il y a des risques de pénurie? Alors, pour le calcium, il y a des sols acides qui manquent de calcium. Donc, il faudrait leur apporter du calcaire. Mais c'est coûteux s'il faut le transporter. Ça, c'est un vrai problème. Mais à l'échelle mondiale, les falaises calcaires, soyez sans crainte. Il n'y a pas de pénurie annoncée de falaises calcaires. On a le droit de protéger les coraux. Je n'ai pas dit qu'il fallait laisser l'océan se réchauffer et tuer tous nos coraux en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Tout ce qui sécrète du calcaire aujourd'hui, il faut mieux le préserver comme biodiversité. Mais ce n'est pas au nom de on va manquer de calcium. Non. Pour nos os, rassurez-vous, l'ostéoporose, on va l'éviter, mais on ne manque pas de calcium à l'échelle planétaire, même si parfois il faut le transporter sur de longues distances, ça c'est vrai. Le potassium, personne ne nous annonce de pénurie, mais par contre, le phosphore, là, très grande inquiétude.
on nous annonce que les mines de phosphate, d'ici 30 à 40 ans, il va arriver la même chose que pour l'énergie fossile. Sur le coût d'exploration, le coût d'exploitation des mines de phosphate va être très coûteux. Et les pays qui ont des mines de phosphate aujourd'hui font déjà payer cher la perspective de pénurie. C'est-à-dire qu'il y a une rente phosphatière comme il y a une rente pétrolière. Les pays qui ont accès à des mines de phosphate font déjà payer très cher cette perspective de pénurie, et ça va évidemment s'accroître de plus en plus. C'est-à-dire que même d'un point de vue économique, il faudra être très économe en phosphate, et il faudra peut-être essayer d'en trouver ailleurs. Être très économe en phosphate, ça veut dire ne pas le gaspiller, et le principal gaspillage, c'est un peu comme pour l'azote qui fertilise les algues vertes. Le phosphore, pareil, il ne faut pas que ça rejoigne la mer. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on remette les animaux sur la paille, que les animaux urinent. Quand les animaux urinent, il y a l'azote et le phosphate des excréments qui vont être piégés dans du fumier. Et le fumier, on va le remettre dans les sols. Ça fabriquera de l'humus, un humus qui sera riche en azote et en phosphate. Mais terminer ce liquide qui s'écoule vers la mer. Il faut absolument le recycler à travers un fumier et le recycler. Alors évidemment, ça paraît surprenant parce que je suis en train de vous parler d'agriculture moderne et c'est ce que faisaient nos parents et nos grands-parents qui, eux, au moins, ils étaient soucieux du bien-être animal, ils mettaient leurs animaux sur la paille, c'est quand même un peu plus agréable que d'être sur le béton, et ils récuraient le fumier tous les jours, et le fumier était recyclé pour l'humus des sols et ne pas perdre l'azote, ne pas perdre le phosphore vers les océans. Alors ça, c'est une première chose. Économie circulaire, recyclage, pas de gaspillage. Mais il faudrait trouver maintenant du phosphate ailleurs. Et des éléments minéraux, de toute façon, si possible aussi, ailleurs. Où ça ? Alors, si on raisonne dans l'absolu, j'ai envie de dire, pas d'inquiétude. Entre nous, ici sur Terre, et le magma en profondeur, il y a des épaisseurs de roches. Alors, sauf que dans ces roches, la teneur en phosphore, la teneur en calcium, enfin le calcaire, il y a beaucoup de calcium, mais en règle générale, notamment pour le phosphore, la teneur en phosphore est bien plus faible que dans les mines de phosphate. Mais néanmoins, il y a quand même, dans cette profondeur de roche, il y a quand même des éléments minéraux. Et d'ores et déjà, vous avez des gens en agriculture biologique qui commencent à fertiliser leur terrain, c'est souvent pour des légumes, avec de la poudre de roche, qu'ils pulvérisent dans des poussières tellement fines que c'est assimilable par la plante. Mais ce n'est pas une voie de court-moyen terme, parce que c'est très coûteux en énergie que de pulvériser des roches, le pulvériser en poudre très fine pour que ce soit assimilable. Ok, on sait que c'est faisable, mais le coût énergétique est tel que n'y pensez pas, ce n'est pas notre génération, ce n'est pas celle de nos enfants qui va pouvoir résoudre la question comme celle-là. Le jour où il n'y aura plus besoin d'énergie fossile, on en reparlera, de pulvériser de la roche et l'énergie qu'il faudra pour pulvériser de la roche. Mais surtout, ce n'est pas une solution court-moyen terme. Alors après, la question, elle est, du coup, comment en trouver ? Quand même, en sous-sol. Donc on est dans les profondeurs. Mais justement, en sous-sol, là où la roche est altérée, et là où se constitue le sol. Sauf qu'on est dans des profondeurs telles que ce n'est pas accessible à des racines de blé, pas accessible à des racines de sorgho, pas accessible à des racines de luzerne. Mais en sous-sol, tous les ans, avec le climat, la roche-mère, on appelle ça comme ça, le sous-sol, la géologie, la roche-mère est altérée et libère des éléments minéraux, du calcium, du potassium, du phosphore, des oligo-éléments. Sauf que ce n'est pas accessible à nos racines de blé. Ça peut être accessible à des racines d'arbres. Si vous avez des forêts, alors si vous avez des haies, si vous avez des pommiers dans la prairie, l'arbre, avec des racines profondes, il est capable d'aller chercher les éléments minéraux au moment même où les silicates sont hydrolysés, c'est-à-dire au moment même où les éléments minéraux sont libérés, ça va remonter avec la sève, ça va se retrouver dans les feuilles, et quand la feuille morte va tomber à terre, ça vous fertilise la couche arable avec des éléments minéraux qui ont été cherchés en profondeur. En circuit court, vous parvenez à récupérer des éléments minéraux de la profondeur vers la surface. Ça, c'est une première méthode. Ça veut dire que nous allons remettre des haies dans la Beauce, la Brie et la Picardie.
Je vous assure que quand je raconte ça auprès d'agriculteurs dans la Beauce, la Brie et la Picardie, les gens me regardent comme ça en me disant mais dans quel monde je suis? Alors je suis seulement dans le monde réaliste, on va y être obligé. Mais évidemment notre agriculture industrielle, elle a fait tout le contraire. Avec un engin comme... alors, bon ça c'est ce que je vous ai dit, arbres et arbustes, mais voilà. Avec un engin comme ça, vous ne pouvez pas labourer dans les coins. Hein. Et cet agriculteur-là, donc on est dans la Brie, hein, et donc j'attendais qu'il s'approche, j'avais mon appareil photo, l'exploitant qui conduisait le tracteur descend, vient me serrer la main et me demander qui j'étais et pourquoi je voulais prendre une photo. Et je serre la main, je lui dis je suis professeur, alors à l'époque ça ne s'appelait pas AgroParis Tech, ça s'appelait Institut National Agronomique Paris-Grignon, mais la grande école d'agronomie de Paris, très fière. L'exploitant disait, alors est-ce qu'on pourrait se prendre en photo, là, un selfie, avec le tracteur par derrière? Et là, je suis obligé de lui dire, attendez, vous ne savez pas l'usage que je vais faire de cette photo. Parce que je vais peut-être être obligé de flouter mon image. Parce que je prends cette photo, mais pour moi, ce n'est pas ça l'agriculture moderne. Comment ça, monsieur Fumier? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ben alors évidemment, j'ai commencé par le labour. Je lui dis, attendez, avec ça, vous labourez les terrains, vous êtes en train d'oxyder le carbone de l'humus, vous êtes en train de faire du gaz carbonique. Non, aujourd'hui, les techniques modernes, c'est zéro labour, technique culturelle simplifiée, un minimum de travail du sol, mais pas avec la puissance que vous avez là et cet outil. Alors, il avait déjà entendu parler, parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les agriculteurs ont entendu parler de zéro labour. Lui, il n'y est pas encore, hein, mais il sait, alors il demande des précisions. Pour ne pas le provoquer, je ne lui ai pas posé la question de comment il labourait dans les coins, avec un outil comme ça. Mais il est évident qu'à perte de vue, plus un arbre, plus une haie, rien. Un open field, comme on dit dans notre jargon, des champs ouverts sur des centaines d'hectares, ils ont remembré, ils ont détruit les haies pour la productivité du travail, produire au moindre coût un blé pas cher. Et du coup, la discussion a porté là-dessus. Quand ils voyaient que je commençais à tenir un discours un peu surpris quand même, hein, de savoir qu'un agronome commençait à parler comme un écolo. Et vous savez, les écolos, c'est des gens barbus, chevelus, qui sont nés en 68, ont fait un stage au Larzac. Alors, pour lui, un prof ne peut pas parler comme ça quand même. Je veux dire, il faut laisser seuls les moustachus et leur pipe parler de cette façon-là. Mais du coup, j'ai évité les considérations trop écologiques. Et lui me dit, mais attendez, nous... c'est quand même comme ça, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France importait du blé. Et on importait du sucre. Et c'est avec des outils comme ça qu'on est parvenu à produire davantage. Et c'est pas seulement qu'on a produit davantage, mais en modernisant notre agriculture, on a réussi à produire beaucoup au moindre coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du lait pas cher, il y a du pain pas cher. Autrefois, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'alimentation dans le budget des ménages était plus de 30% du budget. Aujourd'hui, c'est moins de 14%. Enfin, en moyenne. Hein. Pour des pauvres, ça reste malheureusement trop. C'est plus. Mais c'est vrai qu'en moyenne, la part de l'alimentation dans le budget des ménages s'est considérablement amoindrie. Alors, je dis oui, vous avez réussi à diminuer les coûts de production. Vous arrivez à produire en termes monétaires. Hein. En termes, c'est vrai que vous produisez pas cher. Alors, j'essaie de lui dire que son blé pas cher nous coûte très cher. Parce que pour que l'eau devienne potable et en débarrasser l'atrazine, on paye l'eau très cher. Pour le lait pas cher, il nous coûte très cher, on paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Heureusement qu'on ne laisse pas au sol breton le coût de retirer les algues vertes, hein, je vous dis tout de suite, hein, on a mutualisé ça à l'échelle de la France. Mais donc on a des coûts dans l'alimentation qui ne sont pas dans le prix du marché. Le lait UHT, là, sur le supermarché, il n'est pas cher. Le pain du boulanger, si on prend un pain blanc ordinaire, il n'est pas cher. Mais il nous coûte très cher. Pire, c'est que si, dans ce blé que vous voyez là, pour supprimer les coquelicots, on a mis justement un herbicide, c'est un perturbateur endocrinien. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans les pesticides, parmi les perturbateurs endocriniens, on sait que les gamins qui ont été exposés depuis in utero jusqu'après la puberté à ces perturbateurs endocriniens
on leur prédit une espérance de vie en bonne santé de 10 ans inférieure aux gens de ma génération. L'espérance de vie totale va rester, peut-être même augmenter, ou en tout cas rester ce qu'elle est. Mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer de la prostate, sans leucémie, toutes ces maladies du vieillissement, en fait, les perturbateurs endocriniens qui perturbent le fonctionnement de nos glandes endocrines, en fait, on prédit, ce n'est qu'une prédiction scientifique, ces maladies vont apparaître 10 ans plus tôt dans la jeune génération plutôt que chez nous. Alors ça, c'est un coût qui n'est pas dans le prix du lait, qui n'est pas dans le prix du blé, qui n'est pas dans ces prix-là, mais qui commence à nous coûter très cher. Et là, moi j'invite à ce que, notamment dans les cantines, si vous voulez dans le débat on en reparlera, tout bio. Alors moi vraiment là maintenant, s'il y a bien quelque chose que je prône, c'est de ne plus voir ces perturbateurs endocriniens dans la nourriture, dans les établissements, en tout cas pour la jeunesse. On est tous affectés par ça, mais c'est surtout les jeunes, si on parle de la période de croissance, et plus encore pendant la période de différenciation des tissus. Donc évidemment, les premières années de la vie, depuis in utero, puis la puberté aussi, parce qu'il y a aussi des troubles de la reproduction dans ces moments-là liés aux perturbateurs endocriniens. Mais cet exploitant, de très bonne foi, il était fier d'avoir ce matériel, d'être moderne, et de produire pour pas cher, et de toute bonne foi. Alors après, il me dit, mais monsieur Dufumier, de toute façon, il nous faut produire toujours davantage pour nourrir le tiers-monde, pour nourrir les pays du Sud. Alors là, je suis obligé de lui dire, écoutez, non. Parce que justement, le blé que vous exportez pas cher, c'est ça qui ruine les paysanneries des gens qui travaillent à la main là-bas. De plus, votre agriculture est subventionnée, mais les poulets doux, les poulets bas de gamme bretons, ils ruinaient les basses-cours du Cameroun, du Sénégal et ailleurs. Donc, au contraire, il faut que là-bas aussi, les peuples puissent gérer la photosynthèse, le cycle du carbone, la fabrication des protéines, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle des éléments minéraux. Il faut parvenir à gérer ça en circuit court, et eux n'ont pas à dépendre de nos excédents de sucre, de blé, de poulet et de poudre de lait. Et nous, en Europe, on n'a pas à dépendre des excédents de soja brésiliens. Et les Brésiliens ont le droit de manger leur propre soja plutôt que de nourrir nos cochons. C'est tout le monde qui a intérêt en circuit court à faire une agriculture qui va faire un usage intensif des ressources locales, les moins coûteuses, les plus renouvelables, en circuit court et sans dépendre de l'étranger pour la nourriture. Mais je peux vous assurer qu'il n'était pas convaincu au premier abord de ça. Mais ça, c'est l'agriculture industrielle. Ça, c'est l'agriculture industrielle. Alors, cette poussière, c'est de la terre fine. Et cette terre fine, ça va aller rejoindre la mer, c'est de l'érosion. Et donc, voilà l'agriculture industrielle qui produit au moindre coût. Ça, oui, il faut que j'accélère. Ça, c'est la pire des choses. C'est moins émouvant que les blés. Ça, c'est la pire des choses. Tassement du blé. C'est tout le contraire de ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la pire des choses. Voilà l'agriculture industrielle en train de bousiller nos sols. Il n'y a plus une haie. Il n'y a plus de... Et alors, inutile de vous dire que pour l'environnement autour, les coccinelles, où pourraient s'héberger les coccinelles dans un truc pareil? Ça, c'est ma Normandie érodée. C'est les champs de blé que vous avez vus une fois la récolte passée. Ça, c'est la carte d'érosion des sols. Et voilà l'hyper-Normandie, en tout cas ce qui est de la mienne. Regardez la Bretagne, qui était autrefois des pâturages en proie à l'érosion. Regardez la Chalosse dans le sud-ouest. Enfin, c'est des zones... Voilà, alors ça, je vous en ai parlé déjà. On va accélérer. Ça, c'est juste pour vous dire que vous avez des gens qui font du zéro labour et utilisent du glyphosate pour lutter contre les mauvaises herbes. Parce que le ver de terre, il ne sait pas enfouir les mauvaises herbes. Mais même là, on a des solutions. Une prairie temporaire, 4 ans, ça étouffe les mauvaises herbes. On fauche la prairie et les mauvaises herbes avant que ça rentre à l'égrenage. 4 ans après, vous pouvez faire du zéro labour avec des vers de terre. On ne manque pas de solutions. Voilà, les solutions, les voilà. On mélange des raies gras avec du trèfle dans la prairie. On mélange de l'avoine, ou de la veste avoine avec de la veste. On mélange des graminées avec du trèfle violet. On mélange dans la même parcelle du blé et des lentillons. Inutile de vous dire que quand on aura récolté le blé et le lentillon, les microbes vont pouvoir décomposer le carbone de la paille, ils vont trouver de l'azote dans le lentillon, ils vont fabriquer un humus sans même faire du fumier. Et pourtant, je peux vous assurer, je suis un ardent défenseur du fumier. La luzerne en dérobée dans l'orge, les pommiers dans la prairie en Normandie,
La haie et ses 3 strates qui va héberger les coccinelles, qui va héberger les abeilles, qui va héberger les cirques, les mésanges qui vont s'attaquer à la larve du Carpocaps du pommier. On ne sera pas obligé de mettre des pesticides dans les pommiers. Des haies qui peuvent donner des suppléments fourragers en période de sécheresse, comme ici en Creuse. Ici, on est en France, du blé sous des noyers. Moi, on m'avait enseigné qu'on ne cultiverait jamais rien sous des noyers. Le rendement est multiplié par 1,4. C'est pas rien, c'est pas un doublement, mais c'est pas rien. Alors évidemment, vous l'avez compris, la végétation, elle est plutôt l'hiver, et le noyer va débourrer, et quand le blé sera récolté, il y aura encore de la photosynthèse, c'est donc ce que j'appelle la couverture végétale maximale. Enfin, c'est vraiment les principes de l'agroécologie. Et puis si vous allez un jour dans les pays du Sud, mais on va arrêter là pour le débat, et bien vous verrez, regardez le mil en comparaison ici. Cet arbre, il va aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles. Il développe ses feuilles en fait en saison sèche. Il vient de les perdre. Et puis c'est une légumineuse, c'est un acacia. Il apporte du carbone, il apporte de l'azote, il apporte des éléments minéraux venus de la profondeur. Les feuilles tombent juste donc avant à la première pluie. Du coup, il n'y a pas trop d'ombrage. Vous voyez, il n'y a pas trop d'ombrage pour le mil. Et puis comme l'humus, ça retient l'eau. On est au Niger, dans un climat semi-aride. C'est ça qui va retenir l'eau sur un sol sableux. Cette agriculture-là, c'est seulement génial. On peut cultiver. On est au Mali, hein. Enfin là on est au Niger, mais entre Mali et Niger, c'est-à-dire que la France envoie des troupes. Hein. Là il y a des querelles entre agriculteurs et éleveurs. Les gens se disputent les ressources, les gens ont faim. Mais même là-bas, on peut accroître par 2 à 3 le rendement en cultivant sous ces acacias albida. Vous voulez arrêter le désert? Mais écoutez, regardez, sous l'arbre, la croissance, comparée à là. La muraille verte pour arrêter la désertification, mettons des arbres utiles, qui peuvent être utiles aux animaux. Alors, des solutions techniques dans le monde entier, on en connaît, je vais arrêter là pour qu'on fasse le débat, mais je vais vous dire, l'agriculture industrielle, elle a joué au prix monétaire les coûts de production les moins chers possibles, elle a remplacé les gens par des machines, elle a mis les gens au chômage. Chez nous, avec 10% de chômage, moi je suis pour une agriculture intensive en emploi. Une agriculture artisanale. C'est terminé l'agriculture industrielle, c'est le passé. Il va falloir promouvoir une agriculture artisanale qui permette de créer des emplois et d'installer des jeunes agriculteurs, qui va déjà enrayer l'exode rural. Dans les pays du Sud, il ne faut surtout pas que les gens rejoignent les bidonvilles. Et puis je vais vous dire, les Sénégalais qui sont éventuellement concurrencés par notre agriculture industrielle, les moins pauvres des pauvres ont payé un passeur, tenté de traverser le désert libyen, tantôt la Méditerranée, dans les conditions que vous savez. Moi, je vous proposerai que les peuples du Sud, leur paysannerie, puissent vivre et travailler dignement au pays, sans être inondés par nos excédents de notre agriculture industrielle. On va les laisser tranquilles, ces gens-là, on ne va pas les ruiner, on va leur permettre de dégager des revenus par eux-mêmes, ils vont cultiver sous les acacias albida, ils vont pouvoir se nourrir par eux-mêmes. Il y a des solutions techniques qui existent, qui ne sont pas de remplacer des gens par des machines pour les envoyer tout de suite dans les bidonvilles, qui vont permettre d'accroître le rendement à l'hectare en faisant l'usage le plus intensif de ce qui ne coûte rien, les rayons du soleil, le gaz carbonique, l'azote de l'air, enfin tout ce que je vous ai raconté là, les abeilles, les coccinelles, les vers de terre, on va rétablir tout ça. Enfin, écoutez, moi, sur le plan technique, excusez-moi, oui, nourrir correctement et durablement la planète, conserver la potentialité productive de nos sols et des environnements sur nos sols. Écoutez, moi, si la question n'était que technique, je suis résolument optimiste. Si maintenant vos questions, c'est de savoir si politiquement je suis optimiste, là, je vous inviterai à ne pas me poser la question.